Pourquoi l'économie libérale génère-t-elle de la dette publique? Cette question peut sembler un paradoxe, mais force est de constater qu'elle recouvre une réalité corroborée par les chiffres. Les économies dites les plus libérales, à savoir les États-Unis, le Royaume-Uni et la zone euro, sont aussi les plus endettées. Et les économies avec un secteur public encore très lourd, souvent hérité d'un régime de type socialiste, ou encore les pays avec une forte protection sociale, comptent parmi les moins endettés. La Chine, la Russie, les pays scandinaves, les dragons asiatiques, le Venezuela, etc., etc. Plus intéressante encore que la comparaison entre États est la comparaison dans le temps. L'Europe, à vers la fin des années 70, puis une nouvelle fois au milieu des années 90, accomplit un tournant décisif vers une économie libérale. Dérégulation bancaire, suppression de l'échelle mobile des salaires, liberté des prix, allègement du code du travail, privatisation, perte d'influence des syndicats, etc., etc. Or, pendant toute cette période, la dette publique qui avait été contenue pendant les 30 années de l'après-guerre s'est envolée vers des sommets. Coïncidence? Non. Car ce phénomène a été observé partout. Libéralisme et dette publique sont donc étroitement corrélés. C'est une observation que chacun de vous peut vérifier à partir de statistiques économiques élémentaires, le PIB et la dette publique. Mais une observation n'est pas une explication, j'en conviens. Je vais donc essayer en 10 minutes de vous présenter comment l'économie libérale génère de la dette publique. Vous verrez, je ferai parfois référence à la théorie économique, qui a souvent le tort de présupposer des conditions qui ne sont pas vérifiées dans la réalité. Puis je l'opposerai à l'analyse du comportement réel des agents économiques. Première question. Le libéralisme stimule-t-il vraiment la croissance? En matière économique, la théorie libérale implique un transfert de pouvoir de l'État vers le secteur privé, dans de nombreux domaines. Prix, salaire, embauche, etc. C'est-à-dire d'un agent économique naturellement enclin à corriger les inégalités sociales vers des individus stimulés par la maximisation du profit individuel. Pourquoi je parle d'un État naturellement enclin à corriger les inégalités? Tout simplement parce que la voix d'un électeur pauvre pèse du même poids que la voix d'un électeur riche. Je rappelle cette évidence pour bien mettre en parallèle libéralisme et démocratie. Nous y reviendrons dans la conclusion. Intuitivement, donc, le creusement des inégalités est favorisé par un environnement libéral, et ceci est vérifié dans les faits. De nombreuses études partout dans le monde l'ont démontré. Nous n'y reviendrons pas. Mais si les libéraux acceptent l'idée d'un creusement des inégalités, ils ajoutent aussi que c'est une situation provisoire, et surtout largement compensée par plus de croissance globale. Selon eux, le libéralisme permet de sélectionner les agents économiques les plus performants et les invite à donner le meilleur d'eux-mêmes en les gratifiant au mérite. Le résultat serait un bond de productivité et au final un optimum de croissance. Théoriquement, cela semble imparable. Et à l'échelle de l'humanité, les libéraux pourraient légitimement revendiquer avoir eu raison. L'émergence économique de pays très pauvres, comme la Chine, l'Inde et le Brésil, semble témoigner en leur faveur. Ces nations ont réussi en 2 décennies là où l'Union soviétique a échoué en plus d'un demi-siècle. La comparaison est moins flatteuse pour l'Europe de l'Est, mais reste encore valable. Les adversaires du libéralisme pourraient arguer que la croissance dans ces 3 pays s'est accomplie au prix d'un désastre écologique qui n'est pas pris en compte dans les statistiques. Et surtout, de manière très différenciée selon les couches de la population. C'est juste. Mais je n'entrerai pas dans ce débat qui n'en finirait pas. C'est d'ailleurs inutile. Continuons plutôt de raisonner en termes de croissance brute. Mais plutôt que les statistiques par grande zone géographique, voyons les données brutes mondiales. Là, c'est une autre image de la croissance qui apparaît. Le PIB mondial brut a certes continué de croître entre 1970 et 2010, mais d'une manière très erratique, et surtout
les taux de croissance ont tendance à baisser. L'explication est simple. Les pays qui ont connu la croissance la plus forte au cours des 25 dernières années sont en effet les pays les plus peuplés, ce qui permet de dire que la croissance a favorisé le plus grand nombre. Mais ce sont aussi les pays les plus pauvres, et de loin. Inversement, les pays les plus riches, qui ne sont d'ailleurs pas forcément les pays les moins peuplés, ont vu leur croissance se tasser fortement. Pour simplifier, une hausse de 5% du taux de croissance du PIB des pays émergents a été plus que compensée par une baisse de 1% seulement du taux de croissance des pays riches. Ainsi, en données globales, le tournant libéral des années 80-90 n'a pas influencé sur le taux de croissance mondial moyen. Et celui-ci aurait même tendance à baisser depuis. Donc l'idée qu'il ait permis à la croissance mondiale d'accomplir un bond formidable est un mythe. Et ce, malgré la révolution informatique, la croissance démographique, des changements structurels de société fondamentaux, des liquidités extrêmement abondantes et surtout très bon marché. Première conclusion donc, le libéralisme n'a pas fonctionné comme prévu. Il a fortement creusé les inégalités au sein de chaque groupe de population, mais sans vraiment profiter à l'ensemble de la population. Pourquoi ? Nous le verrons à la fin. Deuxième question. Le libéralisme est un frein aux rentrées fiscales. Dans les années 80, l'un des modèles économiques les plus à la mode était la fameuse courbe de Laffer, qui illustrait une idée de base de la pensée libérale, trop d'impôts tue l'impôt. Entendons-nous bien, l'idée ne signifie pas qu'il fallait réduire les recettes de l'État, mais qu'au contraire celles-ci seraient maximisées avec des taux de prélèvement obligatoires plus bas, mais appliqués à une base imposable plus importante du fait de la croissance. Or, outre que la croissance n'ait pas vraiment été au rendez-vous, les libéraux n'avaient pas pris en compte un élément capital. L'extraordinaire développement des moyens d'évasion fiscale à la disposition des sociétés multinationales et même de plus en plus des PME et des particuliers. Pour le citoyen ordinaire, ce problème peut sembler marginal et pourtant il est capital. Selon une enquête du magazine Alternative économique, publiée en 2006, donc avant la crise financière, les entreprises du CAC 40, qui sont donc 40, possédaient près de 1500 filiales dans des paradis fiscaux. Par exemple, la BNP Paribas, dont l'État est le premier actionnaire avec 17% du capital, détenait 190 filiales offshore dans des paradis fiscaux. Les banques populaires en avaient 90. Le Crédit Agricole, 115. LVMH, 140. Le groupe Pinot, 97. Le groupe Schneider, 131, etc., etc. Or, et le Conseil des prélèvements obligatoires, qui dépend de la Cour des comptes, l'a écrit dans un rapport publié fin 2009. Pour 100 € d'impôt sur les bénéfices payés par une PME, une entreprise du CAC 40 n'en paiera que 43. Un manque à gagner de 10 milliards d'euros par an. 10 milliards qui s'ajoutent aux 7 milliards d'euros de pertes fiscales annuelles depuis 2007, du fait des niches fiscales, principale concession de l'ex-président Sarkozy à la doxa néolibérale. Chez les anglo-saxons, le bilan est encore plus parlant. Grâce aux paradis fiscaux, les Anglais ont ainsi pu constater qu'en 2007, un tiers des 700 premières entreprises du pays n'avaient pas payé d'impôts du tout. Quant aux contribuables américains, ils ont dû être enchantés d'apprendre qu'entre 1998 et 2005, c'est la moitié des entreprises américaines qui n'avaient pas versé un seul dollar au fisc. Enfin, il faut noter qu'en Chine, par exemple, les deux plus gros investisseurs sont deux paradis fiscaux, Hong Kong et les îles Vierges britanniques. Et enfin, que les quelques 89 000 habitants de la petite île de Jersey abritent 600 milliards d'euros, soit un montant de l'ordre de la dette espagnole, réparti dans une cinquantaine de succursales de grandes banques internationales. 89 000 habitants, 600 milliards d'euros.
L'évasion fiscale est un terrible fléau pour les finances publiques. Dans les années 90, les États européens ont fortement baissé le taux d'imposition des sociétés d'un niveau de 40-50 à 20 à 30%. Et pourtant, cela n'a eu aucune influence sur les recettes fiscales. La courbe de l'affaire a été totalement invalidée par la réalité. Invalidée rien moins que par un sous-produit du libéralisme né de la déréglementation des mouvements transfrontaliers de capitaux. Troisième question. Le libéralisme n'empêche pas l'État de dépenser au-delà de ses moyens. C'est là un des paradoxes les plus étonnants et des plus difficiles à admettre, et pourtant il est aussi l'un des plus faciles à observer. Les États occidentaux, donc supposés adeptes du libéralisme, ont tous été confrontés depuis 40 ans à une augmentation difficilement maîtrisable de leurs dépenses publiques. Pour certains, les intérêts de la dette sont la cause majeure, si ce n'est la seule, de la dette publique. C'est effectivement un facteur important, mais pas décisif, car il n'est pas sûr qu'en l'absence d'intérêt, l'État n'aurait pas emprunté plus. En fait, les chiffres démontrent que ce sont bien les dépenses sociales qui ont de très loin été le premier facteur de l'augmentation des dépenses, ce qui pointe du doigt la mission redistributrice de l'État-providence. Les libéraux arguent que les dépenses sociales des États sont la marque de la faiblesse des politiques et que le jeu du marché devrait suffire à maintenir la cohésion de la société. Cette idée est illustrée par la formule très libérale « Les profits d'aujourd'hui sont les investissements de demain et les emplois d'après-demain ». Dans une économie fermée, c'est peut-être vrai, tout en faisant remarquer qu'il est bien plus confortable d'empocher des profits immédiats que de compter sur un emploi après-demain. Un État soumis au suffrage des électeurs peut-il se le permettre? J'en doute très fortement. Mais surtout, dans un monde où il est loisible d'importer de la main-d'œuvre bon marché et délocaliser l'outil de travail à sa guise, cet enchaînement vertueux est totalement utopique. Le parallèle entre chômage et libéralisme est illustré imparablement par les statistiques depuis 1970. Plus discutable, mais pas à négliger, l'instabilité du système inhérente aux aléas du marché et les incertitudes qu'il génère. Chômage, crise économique, etc. Et qui ont entraîné un besoin croissant d'assurance et de garanties de toutes sortes, privées comme publiques, ce qui tend à neutraliser les gains de productivité. Enfin, on dit que le libéralisme est un antidote contre la corruption. Assurément, les pays les moins libéraux sont les plus corrompus, mais la corruption est loin d'avoir disparu dans les pays libéraux. Elle prend une forme différente. La hausse vertigineuse des frais de campagne électorale, notamment aux États-Unis, implique toujours plus le soutien financier du secteur privé. Ce n'est pas à proprement parler de la corruption, mais au final, les conséquences sont les mêmes. Quatrième et dernier point. Le libéralisme rend l'emprunt public quasi indolore et donc incite l'État à s'endetter. La création d'un grand marché financier universel par l'abolition des entraves réglementaires nationales et le décloisonnement de la profession de banquier se sont combinés pour garantir aux États le placement de leurs dettes à volonté et sans douleur. Cela signifie que désormais la dette n'a plus besoin d'être nécessairement financée par de l'épargne. Elle peut l'être aussi par de la monnaie créée ex nihilo pour la circonstance. Pour que chacun comprenne bien cette différence fondamentale, il faut savoir que dans les années 70, les emprunts d'État étaient placés au guichet des banques, auprès de la clientèle des particuliers, qui y consacraient une partie de leur épargne. C'était un processus laborieux et coûteux, car il fallait séduire les particuliers par des taux attractifs ou une certaine forme d'annexation. Tout le monde a en tête le désastreux emprunt 7% Giscard. Dans les années 90, les investisseurs traditionnels sont désormais canalisés vers les véhicules d'épargne collective que sont les SICAV, les fonds de commun de placement et l'assurance vie. Les banquiers qui garantissent l'état du placement de la dette sont aussi les gérants de ces nouveaux véhicules d'épargne.
une aubaine qu'ils ne se privent pas d'utiliser. Outre les caisses de retraite indépendantes, SICAV, FCP et assureurs deviennent ainsi des investisseurs captifs pour un État toujours plus dépensier. Par exemple, en 2012, des millions d'Européens sont indirectement détenteurs de dettes grecques, espagnoles ou italiennes, sans le savoir. Mais plus important encore est le fait que la dette de l'État attire aussi un nouveau type de souscripteurs. D'une part, les investisseurs spéculateurs qui se refinancent en recourant à des emprunts à court terme auprès de la Banque centrale. D'autre part, les fonds d'État du Moyen-Orient et d'Asie qui recyclent leurs formidables excédents. Excédents qui, pour une grande partie, sont la contrepartie des dettes de l'Occident. Une évolution rendue possible grâce à la popularisation des agences de rating et au développement considérable du marché secondaire de la dette avec ses produits dérivés. Conclusion, le libéralisme dans le domaine de la finance a véritablement anesthésié les États déficitaires. Pas étonnant que le réveil soit à la fois tardif et particulièrement douloureux. Au terme de ce bref survol des facteurs qui ont présidé à l'explosion de la dette publique, et à moins d'être totalement insensible au sort de la collectivité, une question s'impose. Comment peut-on être encore libéral ? Certains avancent que le système économique libéral ne peut être jugé sur ces 30 dernières années parce qu'il n'avait jamais vraiment existé. Ce n'est pas faux. Si nous avions vraiment vécu dans un système libéral, la plupart des banques auraient été nationalisées pour $1 symbolique à l'automne 2008, pour être reprivatisées 2 ans après, permettant à l'État de dégager une gigantesque plus-value. Or, vous le savez bien, c'est le contraire qui s'est produit. Les banques ont été sauvées avec l'argent public. Le libéralisme est-il alors une utopie ? Ici encore, la discussion n'en finirait pas. Pour justifier leur supposée capacité à générer de la croissance, les libéraux avancent 2 arguments. Le premier, nous l'avons mentionné, c'est la propension à stimuler le meilleur des plus capables. Le second, ce sont les économies d'échelle nées de la mondialisation qui améliorent la productivité et ainsi favorisent le consommateur. Eh bien, je vous invite à réfléchir sur un exemple très banal de notre société moderne. Incontestablement, le sport a été une des activités qui a le plus bénéficié de la mondialisation. L'engouement mondial pour le football a créé des économies d'échelle considérables au niveau de la diffusion des images et a été une manne pour les clubs de l'élite. La productivité du coup de pied dans le ballon a en quelque sorte été multipliée par 10, 100, voire 1000. En toute logique libérale, le prix des places dans les stades aurait dû baisser, voire s'effondrer, et le supporter aurait tiré un réel bénéfice de la mondialisation. Pourtant, c'est tout le contraire qui s'est produit. Au cours des 30 dernières années, le prix des places de stade des grands clubs de Ligue 1 a crû de 10% par an, contre 6% pour l'inflation. Et en Angleterre, c'est bien pire. Et l'essor des produits dérivés et autres accessoires aux droits d'image a davantage encore ponctionné le budget de l'authentique supporter. L'explication est simple, et ce sera ma conclusion. Les gains de productivité et les économies d'échelle tirées du libéralisme sont en fait entièrement siphonnés avant d'atterrir chez le consommateur. C'est vrai pour le sport, mais c'est vrai pour la société des loisirs, pour la finance et pour le commerce international en général. Pourquoi est-ce comme ça ? Parce que la chaîne qui part du producteur au consommateur n'emprunte plus la ligne droite qui autrefois dans les sociétés capitalistes primaires reliait les agents économiques. Ce chemin est devenu tortueux et totalement opaque. Il croise le banquier, l'assureur, l'avocat, l'agence de publicité, le transitaire, l'importateur, le distributeur, il passe les frontières, doit se soumettre à des réglementations draconiennes en matière de santé et de sécurité, etc., etc., etc.
Les gains de productivité sont rognés à chaque étape jusqu'à l'épuisement. La règle d'or est que le consommateur ne voit jamais les prix baisser et le salarié à peine son salaire monter. Les gains de productivité ne sont pas redistribués horizontalement au bénéfice de la base, mais verticalement au bénéfice d'une poignée d'intermédiaires. En termes financiers, le résultat est inévitable. Une frange ultra minoritaire de producteurs et de prestataires de services voit ses revenus croître de manière exponentielle, et avec une épargne pléthorique qui, à son tour, engendre des bulles spéculatives dans l'immobilier et les actifs financiers. Pour le gros de la population, en revanche, la mondialisation n'apporte rien, si ce n'est des produits techniquement de plus en plus performants, mais pas forcément utiles. Et encore faut-il se garder d'attribuer au libéralisme ce qui ne sont que les retombées naturelles du progrès scientifique. Plus inquiétante et sournoise est la sous-estimation volontaire dans les calculs officiels des effets négatifs de la bulle immobilière. Officiellement, le pouvoir d'achat des Français ne baisse pas, mais dans la réalité quotidienne, le recul est spectaculaire, illustré par des données indiscutables comme l'endettement des ménages et la part du coût du logement dans leur budget. L'incapacité à redistribuer sans y être contraint le produit de la croissance. Voilà la vraie faille du libéralisme. Un libéralisme qui feint d'ignorer les rapports de force politiques forcément inégaux, et surtout cette règle intangible et universelle qui veut que celui qui a des scrupules moraux perdra toujours contre celui qui n'en a pas.